invitée dans notre agenda est une youtubeuse québécoise dont la chaîne, suivie par des centaines de milliers d'internautes, est spécialisée dans les cas de meurtres et de disparitions mystérieuses. Mais avant de parler de disparition, saluons comme il se doit l'apparition de Victoria Charlton. Bonjour Victoria. Bonjour, installez-vous. Alors, il y a eu quelque chose d'étrange dans votre trajectoire, c'est que vous avez commencé par des vidéos qui n'avaient rien à voir avec les disparitions et les meurtres, c'était plutôt du genre humoristique, et puis vous êtes venu à vous intéresser à ces faits divers particulièrement durs. Comment s'est fait ce passage? Bien, j'ai toujours eu un intérêt pour ces histoires. Je pense que j'ai grandi avec, vous connaissez pas Canal D, on a Canal Investigation au Québec. J'ai lu beaucoup de livres sur le sujet. Et j'ai découvert une histoire qui s'appelle... c'est la disparition d'Elisa Lam, une jeune fille qui a disparu à Los Angeles. Et j'ai comme développé une obsession pour cette histoire. J'ai fait des recherches pendant des jours, j'en dormais plus la nuit. Et j'ai décidé d'en parler sur ma chaîne YouTube. Ouais, c'était vraiment une obsession. J'ai décidé d'en parler sur ma chaîne parce que cette histoire, comme elle n'avait jamais été vraiment traduite, c'est un gros mystère aux États-Unis, mais... en français, on n'en parle pas beaucoup, donc je voulais le partager avec mes abonnés. Et cette histoire a eu quand même du succès, donc je pense que, Et vous avez l'air d'être plus suivi en France qu'au Québec. Et apparemment, il y a un public en France qui est très friand de ces histoires de faits divers. Oui, c'est 66 des Français qui me suivent, étonnamment. Je pense que c'est vraiment juste un effet cause à effet. Là. Je veux dire, il y a des youtubeurs connus qui ont parlé de moi, mais je pense aussi qu'en France, vous avez... cet intérêt qu'on a un petit peu moins au Québec, peut-être. Vous avez beaucoup d'émissions, l'heure du crime ou faites entrer l'accusé. L'accusé, j'adore. Oui, mais on n'a pas nécessairement ça au Québec. Oui, c'est ça, vous avez pas mal ça. Alors, dans Gardez l'œil ouvert, pourquoi? Parce que comme les gens ont disparu, on garde toujours l'espoir, dans certains cas, qu'ils réapparaissent. Donc, il faut garder l'œil ouvert. Vous racontez 15 histoires de disparitions mystérieuses et vous dites que votre préféré concerne Ray Gricar, qui était une sorte de procureur de la République, l'équivalent pour les États-Unis. Alors, ce qui est très troublant, c'est que comme il est procureur de la République, la police met vraiment le paquet pour le retrouver. Or, ça ne marche pas. C'est extrêmement romanesque puisque sa disparition reproduit quelque chose qu'il a lu dans un livre. On sait qu'il a lu ce livre. Ouais. Il y a énormément d'éléments troublants et même avec tous les moyens de la police, il y a énormément de disparitions qui restent inexpliquées. Donc ça donne beaucoup d'espoir à ceux qui veulent faire le crime parfait. C'est possible de faire disparaître. Enfin, Greg Ricard, on ne sait pas. Peut-être qu'il s'est fait disparaître lui-même ou peut-être. Mais enfin, on se dit que quand même avec tous les moyens scientifiques, les nouveaux moyens de la police, on doit pouvoir retrouver les gens. Ce n'est pas du tout le cas. Il y a des milliers de disparitions inexpliquées. Ouais. Comment expliquez-vous ça? Bonne question. Bien, c'est sûr que j'ai l'impression qu'il y en a tellement qu'on vient qu'on en... C'est comme si... on n'y porte plus tellement attention. Il y en a à chaque jour. Par exemple, au Canada, je pense que c'est une 50aine de disparitions par jour. Je ne sais pas si les policiers peuvent vraiment chercher pendant des années. Là, je veux dire, on passe vite à autre chose. C'est très triste. Je pense que c'est un peu ça, mon livre, c'est de ne pas laisser ces histoires tomber dans l'oubli. Parce qu'il y en a beaucoup trop. Je pense que, oui. Yann? Alors, j'ai une question à vous poser. Il y avait un duo de comiques dans les années 70 qui s'appelait les Frères Ennemis. Okay. Il y en a un qui a disparu qui s'appelait Teddy Vrigno. Absolument. Qu'est-il devenu? Ah, c'est intéressant, ça. Mais non, mais je l'assure, parce qu'il était très connu, vraiment un duo. Non, mais ça a l'air d'être une blague, mais c'est vrai. Ah, disparition. Ils étaient deux. Il y avait André Gaillard et Teddy Vrigno, et ils passaient, quand j'étais petit, on les voyait à la télévision tout le temps, toutes les semaines. Aujourd'hui, comme par exemple les Chevaliers du Fiel, par exemple. Voilà. Et un jour, il y en a un des deux qui a disparu dans les années 76, 77, et on ne l'a jamais retrouvé. Donc, si vous voulez bien enquêter sur lui, des cas français. Oui, j'en cherche des bons cas, mais avec beaucoup d'informations du mystère. Et là, c'est extraordinaire. Oui, en effet, je ne connaissais pas. Sachant qu'André Gaillard, lui, est décédé récemment. Sans jamais savoir ce qui est devenu son binôme. Sandrine. J'ai une question, mais c'est quelqu'un d'un plus proche de nous, dans le temps. Xavier Dupont de Ligonnès, évidemment. Voilà, alors là, c'est l'affaire française emblématique. Oui, en effet. Est-ce que vous avez une théorie au sujet? Alors, si vous pouviez nous la révéler. Alors là, pour l'audimat, ce serait vraiment parfait. Sauf que là, on sait pourquoi il est parti. Alors que là, le type dont je te parlais, il n'y a aucune raison. Bien sûr. Est-ce que vous êtes intéressé à Xavier Dupont de Ligonnès, à ce cas emblématique? Alors, qu'est-ce que vous avez à nous en dire? J'ai fait une vidéo sur le sujet. J'ai été surprise, par exemple, sa sœur croyait même que les corps qu'on avait retrouvés, c'était pas les bons. Ouais. C'est vraiment une histoire incroyable. J'ai eu comme une période de temps que je pensais qu'il était vraiment parti dans la CIA avec sa famille. J'ai l'impression que n'importe quel article qu'on va lire, ça va nous donner comme une petite idée de qu'est-ce qui s'est passé, puis on change d'opinion là, à travers les articles qu'on lit sur le sujet. Je sais pas, je pense que
il a décidé de s'enfuir. Moi, je pense qu'il est peut-être caché à quelque part. C'est quand même facile. On pense que ça doit être tellement difficile en 2020 de disparaître, mais je ne pense pas que ça doit être si difficile. Il y a des familles de victimes qui vous contactent directement. C'est une grosse responsabilité, parce que vous êtes leur dernier espoir. La police a échoué, la science a échoué, ils viennent vers vous. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter concrètement? C'est horrible, hein? C'est ça que moi, la YouTubeuse, je vois le dernier espoir. Et ça m'a surpris au départ qu'on me contacte. Mais en fait, mes vidéos, il y a des vidéos qui sont visionnées par 700 000 personnes. Je ne sais pas les codes d'écoute en France, là, à l'heure des nouvelles. Au Canada, c'est un petit peu moins. Mais 700 000 personnes, c'est 700 000 personnes de plus qui sont au courant de cette histoire. C'est 700 000 personnes qui vont se rappeler hey, cette journée-là, il y a mon oncle qui agissait étrangement. Est-ce qu'il pourrait être coupable? Bon. Je pense que c'est ça un peu l'intérêt de ma chaîne YouTube, de mon livre. Puis je résume ces histoires, je mets des photos. Oui. J'ai une question à vous poser, pardon, je vous interromps. Vous avez 700 000 followers sur YouTube. C'est beaucoup, 700 400. 400. C'est beaucoup, mais le nombre de followers n'a jamais tout le temps rimé avec qualité. De quelles compétences vous prévalez-vous? Parce que votre livre est intéressant dans le sens où vous traitez d'histoires dont on n'a pas tout le temps entendu parler. C'est beaucoup d'histoires outre-Atlantique, donc on ne les connaît pas toutes. Et après, vous faites des suppositions complètement abracadabrantesques, comme disait Feu et regretté Jacques Chirac. De quelle posture êtes-vous pour faire de telles déductions qui sont parfois vraiment très limites? Est-ce que vous avez un diplôme de criminologie? Non. Quelles sont vos compétences? Donc c'est juste du jus de crâne, chez vous toute seule? On a un diplôme de YouTubeologie, c'est déjà pas mal. Non. Mais je pense que, moi je le dis d'avant-garde, j'ai aucune prétention en faisant ce que je fais. Je raconte une histoire. Moi, en tant que la fille qui a passé des semaines à rechercher sur un sujet, j'ai lu toutes les théories possibles. Je les raconte. Je prends position parfois, mais je dis toujours, c'est en prétention. Moi, Victoria Charlton, de 27 Victoria, ans... je ne veux pas vous attaquer, vous êtes extrêmement sympathique. Non, beaucoup nos cousins canadiens, mais vos théories, c'est, selon moi, j'aime à penser que, j'aimerais croire qu'il est vivant. C'est bien gentil. Vous savez ce qui manque dans votre bouquin? Il manque la vie d'un vrai criminologue qui aurait pu compléter votre jugement, qui n'est que de la posture et de l'impression. Pour le deuxième, peut-être, je fais après. Pensez-y. Merci. Parce que, vous savez, les faits divers, c'est comme le foot pendant la Coupe du Monde. Hein. Tout le monde pense pouvoir être sélectionneur de l'équipe de France. Et là, tout le monde pense être l'enquêteur qui va trouver l'assassin. Mais je pense qu'il faut voir au-delà de ça. Il faut voir que je pense que j'apporte un peu de positif à ces familles. Par exemple, il y a une fille de 20 ans qui a disparu en 90. Sa famille est découragée parce que plus personne s'en occupe. Fait que je pense qu'il faut voir au-delà de « ouais, c'est pas une criminologue ». Non, mais je donne la visibilité à des c'est quand même dangereux, elle a raison. Il faut toucher ça avec des pincettes. Vous vendez aussi un espoir qui est corroboré à rien de technique et de scientifique. Je pense pas que je vends un espoir. Non, mais vous l'avez dit vous-même. C'est-à-dire que c'est quand même une matière un petit peu explosive que vous manipulez. Bien, je pense que je le fais avec beaucoup de respect et la plupart des familles avec qui je suis en contact sont extrêmement reconnaissantes. J'ai toujours... Je parle beaucoup avec des avertissements. Écoutez, moi, je raconte des histoires chez moi. Ça a eu un succès comme démesuré, démesuré à ce que je m'attendais. En tout cas, si Catherine Rambert disparaît demain, on saura vers qui se tourner. Il y aura une piste qui se dégagera parmi toutes les autres. Thierry. Et on parlait d'ailleurs de faux espoirs. C'était ce qui arrivait pour Apolline Lafont, par exemple. À un moment, on pensait à une vente et le lendemain, on voyait que ce n'était pas le cas. Est-ce que vous avez aidé à résoudre un cas? De ma manière, je fais du bénévolat pour un site qui s'appelle le Do Network. Je passe une vingtaine d'heures par semaine je travaille pour la France, pour le Canada et l'Espagne. En fait, moi, je mets à jour des cas de disparition. Je crée des profils pour les personnes disparues. Et j'essaie de faire des matchs entre les personnes retrouvées et disparues. Bon, c'est un peu complexe. Non, j'ai pas résolu de cas. Mais c'est ce que je fais pour aider. Mais parce que ça pourrait être quelque chose d'assez frustrant, parce qu'a priori, il y a 99,9% de chances qu'on ne les retrouve pas. Donc, c'est passer une partie de sa vie à faire quelque chose qui n'aura pas d'aboutissement. Mais il faut que quelqu'un le fasse, j'ai l'impression, parce qu'il y en a plusieurs qui s'y intéressent plus. Voilà, ça ne vous frustre pas de se dire, à l'arrivée, il y a peu de chances quand même que ça marche? Non, vous n'êtes pas épuisé à chercher? Non, je pense que ça va. C'est vraiment passionnant à lire. Par exemple, il y a le cas de Jean Spangler. Jean Spangler,
ce qui lui est arrivé rappelle beaucoup l'histoire du Dahlia noir, vous l'expliquez. Donc ça rapproche de Elroy, donc on retombe dans cette énigme. Donc il y a une énigme irrésolue, il y a une deuxième énigme irrésolue. Elle laisse un mot où il est question de Kirk. Comme elle a tourné avec Kirk Douglas, on se demande est-ce que Kirk Douglas, en fait non, il a un alibi, il n'a rien à voir avec l'histoire. Et c'est quand même des tranches de vie, parfois passées, que vous arrivez à ressusciter. Moi je trouve que vous le faites de manière passionnante. Ben, c'est gentil, merci. Et comment est-ce que les familles se rassurent le plus volontiers ? Par l'hypothèse du suicide, de la fugue, et que le fils ou la fille est installé quelque part très loin. C'est drôle. L'hypothèse de l'assassinat vient toujours en dernier? Non, pas nécessairement. Par exemple, aussi, dans mon livre, il y a un petit garçon de 14 ans qui a disparu, puis j'étais beaucoup en contact avec son père. Et il dit, je peux pas... J'espère qu'il est en vie, mais en même temps, je peux pas croire qu'il m'a jamais contacté après 10 ans. T'sais, on était tellement proches. Il y a des jours qu'il dit... Il avait retrouvé un corps, il pensait que c'était... Pendant un moment, ils ont pensé que c'était son fils. Et il dit, j'espérais presque que ça soit lui pour avoir une conclusion. Quand la joie s'incarne dans un cadavre, on voit le niveau de désespoir de famille qui a perdu des gens. Oui, c'est... Puis je prends pas ça... Les gens pensent que je prends ça avec légèreté, mais pas du tout. Vous n'avez pas peur de ce que vous pouvez découvrir quand vous enquêtez comme ça? Non. Vous avez jamais peur? Bien, je vais... En même temps, c'est pas du travail journalistique. Je vais pas... Ouais, c'est plus... Oui, mais ça met dans la tête un vocabulaire quand même. Disparition, suicide, homicide. Enfin, moi non, je deviens comme un peu... Oui, en tant que femme, surtout, on dirait en 2020, on est vraiment au courant des dangers de la société parce que c'est assez incroyable. Mais non, je pense que je deviens plus prudente. Même mes abonnés me disent, Victoria, depuis que je regarde tes vidéos, je fais plus confiance à n'importe qui. Et bon, voilà. Eric, une dernière question. Premier effet positif, je vous en prie. Quand un enfant disparaît, il a 12 ans, les parents... Par exemple, j'ai vu qu'il y avait des jeunes enfants là, qui ont disparu en 1982. Est-ce que les parents, aujourd'hui, en 2020, pensent à leur fils avec le visage qu'il avait en 1982 ou est-ce qu'ils savent que c'est un type de 50 ans Est-ce qu'ils arrivent à transformer le dernier souvenir en adulte de 50 ans 40 ans. Ce que le père du petit Andrew Gosden que je parle, il me dit, la pire chose serait de passer dans la rue à côté de mon fils et de ne pas le reconnaître. Donc, je pense que c'est comme flou. J'imagine qu'ils s'imaginent encore leur fils. Et les logiciels qu'il y a aujourd'hui, je suis désolé Eric, vous savez, on a des petits logiciels qui permettent de vieillir en accéléré. Est-ce qu'il y a des familles qui ont été tentées d'appliquer ça sur leurs enfants pour voir à quoi ils ressembleraient aujourd'hui? Je sais pas. Non, mais comme celui-là, sur la photo, pardon. Oui, qui a disparu dans le Minnesota. C'est pour ça que en France, on a un exemple aussi, Christelle Mouzin, dont le père, dont les parents ont fait des projections sur son âge pour voir si elle vit encore, pour la reconnaître aujourd'hui. C'est une jeune fille qui a disparu. C'est terrible, c'est la double peine. Et ils sont toujours dans l'attente. Je me demande si ça sert vraiment, si on a retrouvé des gens grâce à des portraits robots qu'on a fait. Je pense pas. Mais on essaie, là, Victoria, j'ai une dernière question qui n'a rien à voir avec notre sujet, mais il y a un mois, vous étiez l'invité d'Anne Roumanoff en même temps que Benjamin Griveaux. Je veux savoir si vous avez échangé avec lui par la suite, après l'émission. Non. Vraiment. Non, mais c'est dommage, ça aurait été aussi... Je rappelle l'apparition de votre livre, Gardez l'œil ouvert. C'est paru aux éditions de l'Homme. Et votre blog s'intitule True Crime. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup, Victoria.